Bonjour, je me présente. Je suis Lilian Muller, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc, je travaille en tant que staff à THP et je refais les ressources, je guide les nouveaux. Voilà, c'est un peu mon travail à THP. Une infime partie de mon travail à THP. Donc, du coup, aujourd'hui, lors de cette table ronde, Boris va nous parler des 5 légendes urbaines sur le dev web. Et Boris est un ancien aussi de THP. Et Voilà. du coup, Boris, je te laisse te présenter. Alors moi, donc c'est Boris Alfoldi. J'ai fait le parcours développeur de THP en 6 mois il y a quelques années. Et après, pendant un an, j'ai alterné donc entre un stage à THP et j'ai travaillé sur un site pour mon père. Et là, après ça, je suis rentré chez Captain Contrat, ça va faire un an. Donc Captain Contrat, c'est une entreprise qui s'occupe de proposer des solutions informatisées pour les entreprises, entrepreneurs, pour faciliter les démarches juridiques, etc. Voilà en gros pour ce qui est de mon parcours dans le milieu. Et donc quand j'ai fait ma formation, j'ai vu le monde des développeurs n'était pas exactement comment je l'avais imaginé. Et donc je vais vous parler de 5 légendes urbaines, donc en gros des croyances que j'avais au moment de faire la formation et donc que j'ai vu qui par la suite étaient vraies ou pas vraies ou peut-être un petit peu des deux. Alors, la première légende, c'est le marché du travail est en gros manque de devs. Alors au début, bah, je me disais, oui, tout le monde dit que tout le monde manque de devs, mais bon, on m'a pas recruté non plus pendant la formation, et tout le monde trouve pas forcément du travail en sortant de THP. Et alors par la suite, je me suis retrouvé à faire un petit peu de recrutement. J'ai discuté avec des CTO, et en fait, la réalité du marché du travail, comment je la vois actuellement, en fait, c'est plus compliqué que ça. À la fois, il y a un cruel manque de dev. Quand je vais à Paris-Roubaix, je vous conseille d'y aller, c'est très intéressant. Bah, en gros, tout le monde recrute. C'est vraiment, notamment en Ruby, il y a un énorme manque de dev, mais les entreprises ont besoin de gens qualifiés. Donc, le marché du travail est extrêmement ouvert, mais il faut réussir à atteindre ce seuil de compétences, et après, ça ouvre toutes les portes. Ensuite, deuxième légende urbaine, une première expérience, et c'est dans la poche. Euh, alors, moi, c'est ce que je me suis toujours dit, ça a toujours été mon objectif. Peu importe ce qu'on me donne, je prends tout, une première expérience, et après, c'est parti, un an congé sabbatique et tout ce qu'il faut. Euh, voilà, alors, moi, personnellement, bah, depuis que j'ai ma première expérience chez Camtel Contrat, bah, effectivement, je vois que je reçois des messages de recruteurs, et puis je me sentirais complètement à l'aise pour changer de boulot. Mais en discutant avec d'autres, je me suis aussi rendu compte que ça peut être un piège. Parce que autant une première expérience, si vous arrivez dans une boîte qui va vous challenger, avec des gens qui vont vous mentorer, qui vont vous apprendre à comment travailler, ça peut vraiment en fait valider que vous avez atteint ce seuil de compétences. Mais si jamais, parce que si vous voulez, des fois il y a des boîtes, voilà, elles ont tellement besoin de dev qu'elles recrutent des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Et si on vous met dans un poste, vous êtes face à un mur et personne ne peut vous aider, si vous êtes le seul développeur de la boîte, ça peut vous donner une mauvaise première expérience, et ça va être négatif, parce qu'après, ça va être un trou dans votre CV, il va falloir justifier, etc. Donc voilà, pensez quand même à être un minimum exigeant. Alors bien sûr, ça n'exclut pas d'être challengé. Moi, j'ai discuté avec des développeurs qui, leur premier boulot, notamment en freelance, c'était très compliqué, ils ont bavé, ils ont fait plein de bêtises, mais au final, une fois qu'ils ont réussi à être à l'aise, bah, ils ont énormément gagné en compétences. Donc voilà, pour moi, c'est presque vrai. Il faut se méfier, mais c'est presque vrai. Une fois que vous allez arriver à avoir cette première expérience, à vous professionnaliser, tout va se faciliter. Ensuite, légende numéro 3. Il faut être 100% opérationnel dès le premier jour. Alors moi, je me disais, premier jour de boîte, il faut être productif, on me donne un Trello, faut que je fasse, je peux pas faire de faute, faut pas faire de faute d'inattention, faut être tout de suite au taquet. Et bon, bah, spoiler alerte, je l'ai pas été. Voilà, ça m'a pris du temps.
surtout que je suis arrivé dans une boîte donc, où il y a plein de technologies utilisées, un métier super compliqué. Et la première semaine, de toute façon, j'ai pas touché une ligne de code, j'ai fait connaissance avec tout le monde. Donc, voilà, il faut se dire que les boîtes, quand elles vont vous recruter, pour la plupart d'entre vous, ça va être en tant que junior, et ben, ils savent très bien que vous n'êtes pas encore des cadres en code et que ça va vous prendre du temps pour monter en compétences. Et de toute façon, ça prend du temps à tous les développeurs qui changent de boîte pour apprendre le code qui existe déjà dans la stack. Et voilà, donc c'est important pour ceux qui vont avoir des parcours pour chercher du travail qui parfois peuvent être un peu longs. Moi, ça a été mon cas, ça m'a pris, on va dire, un peu plus d'1 an après THP. Euh, il faut penser en même temps à monter en compétences, ça toujours, mais en même temps, il faut continuer à chercher, à passer des processus, à passer des entretiens. Parce que autant on ne va pas vous demander d'être un développeur senior dès le premier jour, mais on va vous demander en fait d'être un expert en processus de recrutement dev. Parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de débloquer votre premier job. Donc par exemple, il faut être super bon en test technique, même si ça ne va pas forcément refléter directement votre capacité à travailler, ça montre que vous êtes motivé. Et le développeur qui était à mon poste avant moi, il a raté sa période d'essai dès le premier jour parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure. Voilà. Donc, c'est sûr que sur la motivation, sur l'engagement et sur arriver à l'heure, là, les gens vont être probablement intransigeants avec vous. Donc, voilà, il faut bien penser à respecter cet équilibre et à vous dire qu'on va, on va vous laisser le temps d'évoluer. Quand j'avais discuté avec un autre CTO, il m'avait dit qu'il considérait qu'il pouvait savoir si une personne avait un beau potentiel ou pas, c'était au bout de 6 mois. 6 mois, en gros, c'est pour un CDI, en général, c'est la durée de la période d'essai. Donc voilà, cherchez pas à être le meilleur, même au bout d'un mois, euh, en faisant les choses trop vite et au final en faisant par faire des erreurs. Voilà pour ce qui est de la légende numéro 3. Ensuite, légende numéro 4. Les ingénieurs sont-ils les meilleurs sur le marché? Voilà, c'est sûr que en termes techniques, si entre une personne qui a fait THP et une personne qui a fait des années d'études en école, techniquement, vous ne faites pas le poids face à lui. Ça, il n'y a pas de doute. Mais moi c'est mon cas personnellement. J'ai eu plein d'autres expériences professionnelles avant. Et pendant mes processus de recrutement, j'ai pu mettre, on va dire, des soft skills qui ne sont pas directement reliés à la technique. Par exemple, moi, je vois bien, c'est vrai que j'écris pas forcément à la vitesse de la lumière. J'ai des collègues ingénieurs, là, ils enchaînent super vite, ou plein de choses comme ça. Mais voilà, et donc c'est des choses qui peuvent vraiment, si vous avez des compétences de communication, si vous avez la chat, si vous savez bien, si vous êtes pédagogue et tout un éventail de compétences, il faut bien penser à les mettre avant dans les entretiens parce que c'est des choses qui sont voilà, vraiment très appréciées des entreprises. Et enfin, la légende numéro 5, la dette technique, c'est que chez les autres. Bon, alors au début, moi je me disais, bien sûr, toutes les boîtes sont à Rails.9, c'est même pas encore sorti. Tout le monde a des contrôleurs en reste parfait, respecte toutes les conventions de Rails à la lettre, à tous les tests partout dans tous les sens. Et là, c'est complètement faux. Alors, voilà, c'est vrai que peut-être si vous rejoignez une startup qui vient de se lancer aujourd'hui, euh, bon, vous connaissez le premier contrôleur, vous faites le Rails générique, la première commande pour créer l'application Rails. Bon, vous n'allez pas avoir de dette technique, bon, à condition que vous commenciez par la dernière version de Rails. Je vous le souhaite. mais, mais voilà, donc à ce moment-là, c'est vrai que la dette technique n'existe pas encore. Mais très rapidement, en fait, plus une entreprise prend de l'âge, plus va y avoir une dette technique. Bon, bien sûr, le but, c'est pas d'être à ce niveau-là. Euh, Personne ne veut être le dernier stade de la dette technique, c'est-à-dire les développeurs passent leur journée pour essayer de passer de Rails 2 à Rails 3. Là, c'est l'enfer. Et en gros, vous ne sortez plus de nouvelles features
et le produit, ceux qui vous disent quoi faire, en gros, ils ont l'impression que vous faites rien, parce que côté métier, il ne se passe rien. Et ça, il faut bien se dire que c'est une réalité sur le marché du travail. Et alors, peut-être que effectivement, une startup qui vient d'être lancée comme ça, elle ne va pas avoir de dette technique, mais toutes les entreprises ont une dette technique. Et ça, c'est des sujets très intéressants que vous pouvez aborder en entretien technique. Et aussi vous dire que des fois, si on veut être perfectionniste, mais il n'y a pas le temps. Il y a un contrôleur qui est super mal fait, on doit juste rajouter une feature, et on va pas forcément avoir le temps de le refaire nickel et tout machin. Et ça peut être partout. Et après, il y a aussi un très gros sujet, le sujet des tests. Parce que si votre application est testée partout, dans tous les sens, vous allez perdre un temps fou à le faire. Dès que vous voulez changer quelque chose, il faut changer les tests, ça vous prend un temps fou. Mais c'est sûr que vous arrivez, vous faites une feature, et vous êtes sûr que vous n'allez pas casser le reste de ce que vous avez déjà fait, parce que c'est testé. Donc ça vous donne l'esprit tranquille, vous êtes sûr que vous avez un produit de qualité qui ne va pas vous exploser dans les mains. Après, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Mais par exemple, une application qui a 0 test, c'est une dette technique énorme, parce que quand on vient rajouter des features par-dessus, ça se trouve, ça peut tout casser, on ne sait pas. On doit tout tester tout le temps. Ça fait un énorme travail de QA, quoi. Ça s'appelle de tester manuellement. Voilà. Donc, il faut bien avoir, quand vous allez arriver sur le marché du travail, cette mise en perspective, que effectivement, on va vous demander d'avoir des connaissances de clean code absolument parfaites, mais ce que vous allez faire sur le terrain, on va vous dire, voilà, il faut faire ça, ça devrait être sorti hier, vas-y, dépêche-toi. Vous n'allez pas tout le temps pouvoir faire tout comme il faut. Le tout, c'est de trouver un juste milieu. Moi, par exemple, dans mon entreprise, on a la philosophie on teste tout le temps. Voilà, c'est une façon de faire. Après, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui testent moins. Donc voilà. Voilà pour ce qui était des 5 légendes urbaines sur le dev web. Donc, je pense qu'on peut échanger sur le sujet. Du coup, ouais, on va passer à la deuxième partie. Donc, je te laisse repasser sur chaque étape et on va laisser les gens poser des questions. Okay. Ah oui, t'inquiète, Pauline, il va mettre ce qu'il faut. Ouais, voilà. Du coup, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser à l'écrit et je retranscrirai le message à l'oral pour si jamais on passe sous format podcast, par exemple. Personne n'a de questions sur le sujet, vous êtes quand même 54, 52 du coup. On peut passer à la slide suivante. Est-ce que vous avez des questions sur la première expérience? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple? Est-ce que vous vous dites, je fais 1 mois de contrat en freelance et après, c'est bon, tout le monde va m'embaucher? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que vous connaissez des gens? N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Surtout que vous ne passez pas à l'oral devant tout le monde. Donc, encore moins de stress. Tu as combien d'expérience en tant que dev? Moi, ça fait 1 an que je travaille en CDI. Et avant ça, j'ai travaillé 1 an en faisant des stages et une application enfin, pas vraiment en freelance, quoi, mais pour mon père, quoi, en amateur, on va dire. J'ai une question de Max qui dit: les entreprises embauchent-elles quand même des juniors ou vaut-il mieux commencer en freelance? Alors ça de ce que j'ai pu voir, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui vont être à l'aise pour tout de suite pouvoir décrocher un CDI, et il y a d'autres personnes qui vont être plus à l'aise pour faire du freelance. Donc c'est aussi à vous de voir là où vous êtes le plus à l'aise, et après pour vous diriger vers la voie qui vous intéresse le plus, à savoir le freelance ou CDI, ou alors après vous pouvez rejoindre des boîtes de dev qui font des boulots à droite à gauche. Voilà, il y a pas mal d'options. Mais voilà, sachez que c'est 2 possibilités qui s'offrent à vous, sachant que le freelance, si vous lancez tout seul en freelance dès le début, ça peut être dur. Voilà, parce que vous n'allez pas alors que si vous rejoignez une boîte qui a déjà une équipe dev,
avec de l'expérience, ils pourront vous former et vous mettre tout de suite sur les bonnes pratiques. J'ai une question de Sam Lénard, du coup, à l'inverse. Est-ce que si on a pour objectif d'être freelance, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer en entreprise et si oui, y rester combien de temps? À une Euh, vache. Ça, c'est une grande question. Moi, je pense que ça dépend de chacun. Mais effectivement, ça peut être une bonne idée de se faire d'abord, de bien se professionnaliser en entreprise, parce que vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez être encadré, vous allez avoir un mentor. Enfin, c'est ce qu'il faut viser. Après, ça va pas forcément être le cas, mais c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et après, effectivement, au bout d'un an, vous pouvez arriver sur le marché du freelance en disant, voilà, j'ai déjà telle expérience, vous avez un réseau, vous connaissez des gens, vous pouvez demander des coups de main. Voilà, effectivement, ça peut être un bon plan carrière, ouais. Et ça n'empêche pas de commencer directement par le freelance. Du coup, j'ai une question de Christelle. Entre la formation et le travail d'équipe et le travail en entreprise, as-tu ressenti un grand fossé? Euh, non, parce que, en fait, alors après, je pense que ça dépend des projets finaux de chacun, mais pendant les 2 projets finaux que j'ai eus, naturellement, on s'est retrouvé un petit peu dans les mêmes configurations qu'en entreprise. En gros, il y a une personne qui porte le produit. Ça va être l'équivalent de l'équipe produit qui va dire, bah voilà, notre marché c'est ça, il faut rajouter le tel feature, etc. Il y a quelqu'un qui va se mettre en général plus au bas, quelqu'un plus au front. Et bah justement, c'est une des grandes forces de la formation de The Hacking Project, c'est que ça vous donne tout de suite un petit peu une expérience de travail en équipe tech. Et ça, c'est très précieux. Ouais. J'ai une question de Pierre-François qui dit, est-ce que les langages sur lesquels on commence sont importants? Genre, est-ce que ça nous bloque par la suite ou est-ce qu'on peut changer? Alors, bah, moi, je vais vous dire une expérience personnelle que j'ai en ce moment. Je commence à apprendre le Python. Et le Python, bah, c'est très facile pour moi parce que je connais déjà Ruby. Je sais, voilà, alors c'est pas le même nom de méthode, c'est pas la même syntaxe, mais entre guillemets, une fois que vous savez programmer, euh, alors vous n'allez pas savoir programmer en C parce que vous avez fait du Ruby. Mais par exemple, le Python et le Ruby, c'est deux langages qui s'apprennent, euh, qui se ressemblent, qui se ressemblent. Donc c'est pour ça que je disais, une fois que vous avez votre première expérience, limite, même si vous allez dans une boîte, bah, voilà, moi je connais quelqu'un qui a fait PHP, il n'avait jamais fait de Python, il avait juste fait du Ruby, parcours développeur comme moi j'avais fait à l'époque. Il a été embauché dans une boîte qui fait du Python et ça se passe très bien pour lui aujourd'hui. Donc il faut vraiment pas s'arrêter au langage. Et dites-vous que si vous progressez sur un langage, vous progressez un petit peu sur tous les langages en même temps. Après, c'est sûr qu'une boîte qui doit vous recruter, si elle a le choix entre quelqu'un qui a 3 ans d'expérience en Ruby ou 3 ans d'expérience en Python et qu'elle fait du Python, elle va prendre la personne en Python. C'est toujours un plus. Mais, euh, mais une fois que vous apprenez un langage, le reste s'apprend bien. J'ai une question de Kylian. Je ne sais pas si je l'ai bien compris. Le fait de débuter, entre guillemets, ne fait pas peur aux entreprises malgré le manque de dev. Bah, euh, en gros, si vous voulez, les entreprises, bien sûr qu'elles adoreraient avoir des ingénieurs payés au SMIC, ça, ce serait leur rêve, quoi, si vous voulez. Après, bah, elles ont besoin de personnes, et c'est à vous de leur montrer que vous pouvez devenir, euh, en tout cas, devenir, approcher le niveau d'un ingénieur, avoir le dépasser. Après, c'est à chacun ses objectifs. Mais elles ont besoin de vous, en fait, ces entreprises. Euh, Il y a certaines boîtes, elles ont juste besoin d'une excuse. Elles veulent juste que vous les convainquiez que vous allez apprendre, que vous allez progresser, que vous allez travailler avec eux, et ils vous embaucheront avec plaisir et ils vous formeront avec plaisir aussi. Parce que aussi, il faut se dire qu'en tant que débutant, vous avez aucune idée arrêtée. Un senior, il va avoir sa façon de travailler, il va avoir ses langages préférés, ses workflows préférés, il va être moins flexible. Alors que vous, en tant que junior, et ça, les entreprises, elles aiment beaucoup ça, elles vont vraiment pouvoir vous aiguiller vers ce dont elles ont besoin, quoi. Donc, c'est une force qu'il faut mettre en avant. Ouais. J'ai une question de Marco qui n'a rien à voir, qui dit tu gagnes combien? Mais ça n'a vraiment rien à voir avec Euh, le sujet. je suis dans les moyennes du marché, je dirais, normal pour mon poste. Vous pouvez regarder, si vous voulez, sur Internet les cours des salaires de dev. Très bonne réponse. Du coup, j'ai une question de Kevin.
Ouais. Il me dit comment ça se passe quand on débarque juste après la formation dans une entreprise qui n'utilise quasiment que des technos qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a appris. Alors, comme je disais, à THP, alors vous apprenez effectivement le langage, le Ruby, React aussi, mais vous apprenez aussi une façon de travailler. Si vous voulez, après THP, je me suis pris, bah, voilà, on parlait au début, pour ceux qui étaient là en avance, de blocage. Ça m'est arrivé plein de fois de bloquer, mais j'étais bloqué de moins en moins longtemps parce que le but, c'est d'apprendre à apprendre. C'est ça la vraie force, c'est de savoir s'adapter. Et donc, si vous suivez la formation de THP, à la fin, deux fois, si vous faites les 6 mois deux fois, vous aurez appris à travailler en équipe avec les aléas. Vous aurez appris à surmonter les difficultés, à vous entraider. Ça, c'est très important, de savoir communiquer, s'entraider, chercher les ressources. Et quand vous allez arriver dans votre nouvelle entreprise, où, bah, par exemple, ils ont en front, j'en sais rien, en Python et en back en JS, ce qu'on n'apprend pas forcément à THP, bah, vous allez être préparé à apprendre. Et donc, c'est complètement possible. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui passait, c'est ce qui arrivait à un de mes camarades avec qui j'avais fait la formation. J'ai encore une question de Sam qui me dit des conseils pour préparer les tests techniques des ressources. Très clairement, il faut enchaîner les, les, les exercices techniques. Euh, un bon site j'ai un trou de mémoire, c'est le site où on dit qu'on fait des katas. Code Wars Ouais, ouais, je ou crois que c'est ça. C'est Code in Game. ouais, Coding Game. Il y a les deux, il y a Code Wars et Coding Ouais, Game. Donc, Coding Game, c'est les katas, il me semble. hmm, c'est ça. Et bah voilà, faites des katas. Moi, j'avais visé le niveau 4Q. Et donc, bah, l'idée, là, donc, pendant que vous êtes en formation, tous les jours, vous en faites. Et il y a Coding, l'autre. Je me souviens Code plus in des noms Game. exactement. Voilà, c'est ça, Coding Game, qui vous permet en fait de faire des jeux des katas, quoi, mais tous ensemble. Et ça peut vraiment donner une émulation. Et en gros, par exemple, c'est voilà, faut résoudre un problème en faisant le code le plus petit possible. Alors c'est très drôle parce que en fait, on code, mais c'est complètement illisible et il faut jamais coder comme ça. Mais voilà, c'est des jeux qui peuvent être très sympas. Et très clairement, en entretien, on va vous attendre au coin du tournant sur des algos. Après, ça dépend des boîtes qui ils accordent plus ou moins d'importance. Certains vont vous demander de le faire en live, d'autres vous laisseront le temps de le faire chez vous. Euh, mais pensez bien, même si effectivement c'est vrai que une fois qu'on est dans le boulot, la tête dans le guidon, on ne pense pas forcément à ce genre de choses. Mais en entretien, ça va souvent vous être demandé. Ça prouve en fait que vous êtes capable d'apprendre et vous êtes capable de vous adapter. Ça prouve votre compétence, si vous voulez. Euh, donc j'ai une question de Franck qui va Ouais. bien un peu dans la continuité là de ce que tu viens de dire. Il dit te sentirais-tu de prendre une mission pour un langage que tu ne connais pas encore, ou alors te cantonnes-tu à tes connaissances? Euh, bah, je le ferai. Bah, de toute façon, dans la boîte, c'est arrivé parce que on m'avait pas dit tous les langages et je me suis retrouvé face à HubSpot, ça s'appelle, qui utilise un langage, c'est le Hubble. Et bah, j'avais aucune idée de comment ça marchait, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai pas eu le choix, en fait, entre guillemets. Euh, mais ça fait partie du job de développeur. Un développeur, il doit être capable de, bah, j'en sais rien, par exemple, mettons demain Ruby, bah, zut alors, c'est nul. Il y a un langage qui fait la même chose deux fois plus rapidement, qui coûte deux fois moins cher sur les serveurs. Et ben, il faudra apprendre ce langage. Il faut vraiment pas s'attacher au langage et se dire ce qui compte, c'est l'outil. Le langage n'est qu'un outil, ce qui compte, c'est ce que vous arrivez à faire avec. Peu importe ce que c'est du React, du C, voilà. J'ai une question de Pauline du coup. Ouais. Il dit il vaut mieux se former en amont sur les techniques qu'utilise l'entreprise ou démarrer son apprentissage en travaillant. Je comprends pas très bien la question, c'est-à-dire Est-ce que apprendre sur le tas ou apprendre avant? ouais, apprendre avant si on cède l'entreprise dans quoi elle code, dans Bah, quelle très techno? clairement, oui. Si demain, il y a une entreprise qui vous dit, quand tu as terminé ta formation, je t'embauche en Python, il faut apprendre du Python. Ça, c'est clair. C'est sûr que ça ne se fait pas non plus tout seul. Il y a quand même un temps de formation. Mais de toute façon, ça fait partie du boulot. Donc, vous le ferez tout au long de votre carrière. Du coup, dans les questions, je continue. Il y a Sam. Euh, Dans les tests techniques, on va pas nous demander de la théorie aussi, genre les quatre piliers de la PO. Euh,
Alors, les tests techniques peuvent beaucoup varier selon les boîtes, mais on va vous demander de la technique. On peut vous demander ça. Moi, on m'avait demandé pas mal de questions de connaissances sur Rails plus précisément. Qu'est-ce que c'est un contrôleur, qu'est-ce que c'est le REST, le MVC, tous ces sigles. Il faut connaître les sigles. C'est effectivement, il faut que vous montriez que vous savez parler le langage professionnel. Si il y a votre mentor, il arrive, il vous dit, il vous parle avec des mots professionnels, il faut que vous les compreniez. Donc, bien sûr, la théorie, c'est important. Et en entretien technique, en général, on va vous laisser parler, et c'est important que vous puissiez faire un petit peu un monologue technique, quoi. Ça montre que vous savez de quoi vous parlez. Il n'y a plus de questions. Donc, y a-t-il encore des questions sur ce sujet ou on passe au suivant? Donc Marco qui revient encore et toujours sur le salaire, sauf que là, je n'ai pas le nom de la slide, donc Le salaire des devs. Après, pour parler sur les légendes du salaire ouais, ils dev, veulent faire un petit, une petite légende numéro 6 du coup, je pense. c'est ça. Bah, moi, j'ai eu plus que ce que je pensais. Mais après, ça va vraiment dépendre des boîtes, quoi. On va dire, la question, c'est pas tant combien vous gagnez, c'est de réussir à faire augmenter son salaire. Après, bon, bien sûr, il faut demander ce que vous valez, parce que si vous arrivez et vous dites oui, t'inquiète pas, prends-moi la moitié du SMIC, il n'y a pas de problème, la personne elle va se dire ah oui, mais il n'est pas compétent. Donc il faut quand même demander ce que vous valez, parce que vous le valez. Mais après, il y a aussi le défi de réussir à faire augmenter son salaire, et après, ça, c'est la carrière de chacun. Je sais qu'il y a des développeurs qui sont dans leur job, ils sont très contents, ils gagnent moins que ce qu'ils pourraient gagner, mais bon, ça leur convient. Et d'autres qui changent de job tous les 2 ans pour faire monter leur salaire petit à petit. Après, ça, on va dire, voilà, au début, il faut plus se concentrer sur comment avoir cette première expérience. Et une fois que vous aurez votre première expérience, vous pourrez avoir la préoccupation de combien je gagne. Voilà. Voilà, attends, hop. OBT, ta question est plutôt spéciale du coup. Je ne pense pas qu'on ait la réponse, mais je la pose quand même. Conseillerais-tu de se spécialiser dans une niche comme blockchain development pour avoir un avantage concurrentiel par rapport au marché? Alors, très clairement, le but, c'est que vous soyez qualifié. Si vous avez, en 6 mois, si vous apprenez 10 langages différents, vous allez être qualifié nulle part. Et vous n'allez pas réussir, entre guillemets, à vous professionnaliser. Ce qui est important pour le début, c'est de viser un profil recherché. Par exemple, les développeurs Ruby React, c'est un profil qui est très recherché. Parce que même s'il n'y en a pas forcément beaucoup, il y a très peu de développeurs qui ont ces compétences sur le marché. Donc, il faut toujours avoir une stratégie de est-ce qu'il y a une demande. C'est ça qui est important. Par exemple, des développeurs web qui savent coder en blockchain, bah, j'ai parlé à un développeur qui, en fait, il travaillait pour une banque qui faisait des micro-prêts. Et en gros, ils sont en train de bêta-tester un système de blockchain. Donc, une banque qui est basée sur une blockchain d'Amazon. Et donc, bah, cette boîte-là, si vous lui dites, moi, je sais coder en blockchain, vous allez marquer plein de points. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Donc, il faut aussi être stratégique dans les choix qu'on fait pour apprendre, et il faut pas se disperser, il faut essayer de rester dans une voie. J'ai une question, mais j'ai pas le prénom. C'est comment savoir ce que l'on vaut en termes, je pense, Euh, monétaires à mon avis. En termes monétaires, alors bah, il y a plein de choses. Après, comment dire, si vous voulez, le développeur web, c'est un métier particulier parce qu'il n'y a pas il y a pas, par exemple, les fonctionnaires, bah, en général, ils ont des échelons, voilà, tu as 5 ans, tu as tel salaire. Mais le dev, c'est très dur d'évaluer, de quantifier le salaire d'un dev avec précision, parce que le dev, si vous voulez, il va pas produire des trucs concrets, il va beaucoup réfléchir. Et on ne peut pas savoir, c'est quasiment impossible de contrôler comment une personne réfléchit. Si elle réfléchit beaucoup, est-ce qu'elle pense à la boîte, est-ce qu'elle pense à ce qu'elle va manger le soir, voilà, votre patron, il en sait rien en fait. Et, euh, et donc, bah, c'est pour évaluer votre salaire, bah, déjà,
allez sur le marché du travail, regardez 1 an d'expérience, ça vaut tant, ok, junior, ça vaut tant, développeur JS, ça vaut tant. Vous pouvez aussi vous rapprocher de chasseurs de tête. Moi, je pensais pas demander autant, c'est mon chasseur de tête qui m'a aidé sur ce point-là pour faire une demande crédible. Euh, et vous avez aussi des sites de recrutement. Enfin voilà, il y a plusieurs moyens de recruter, de connaître un petit peu ce que vous voulez sur le marché du travail, mais il faut savoir que c'est arbitraire. Vous pouvez très bien avoir une boîte qui va vous faire une proposition à 30 000, une à 25 000. C'est à vous aussi de vous vendre là-dessus. J'ai une question de Enaxor, je sais pas si c'est son prénom. Actuellement, combien d'heures par semaine travailles-tu? Base de 35 ou 39 heures. Fais-tu des heures sup? As-tu l'impression d'être plutôt à la cool ou pressé comme un citron? Est-ce que cela peut être généralisé à l'univers IT? Euh, bah, je dirais ça dépend l'univers IT. Si on parle de l'univers IT, si vous voulez, si vous travaillez à la défense ou si vous travaillez dans une startup, ça va pas être la même chose. Mais après, c'est vrai que forcément la culture startup, c'est il faut un petit peu mouiller le maillot, ouais, si je peux dire. Après, faut se dire aussi que, enfin, si vous voulez, c'est pas dit noir sur blanc. Mais moi, je pense que si vous êtes dans un cursus de reconversion, que vous arrivez dans une boîte, si vous faites 35 heures par semaine, que vous ne vous formez pas à côté, que vous n'allez pas discuter avec d'autres devs, et que vous faites juste votre travail sans vous poser de questions euh, dès le premier jour, vous n'allez pas forcément arriver à, à devenir, à avoir le niveau qu'on attend de vous. Et on parlait tout à l'heure de salaire, vous allez peut-être jamais augmenter votre salaire. Et vous risquez aussi d'être dépassé au niveau des connaissances. Parce qu'entre guillemets, vous allez faire votre travail concrètement, vous allez rajouter des petits boutons sur le site, rajouter des tables dans votre base de données, etc. Mais vous n'allez pas apprendre les nouvelles technologies. Et, euh, et une boîte, vous êtes, entre guillemets, vous faites vos 35 heures, vous faites votre 35 heures. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Mais une boîte va attendre de vous un petit peu plus, en tout cas au niveau des startups. Après, moi, personnellement, euh, je considère que le travail que je fais en plus, c'est de la formation. J'investis sur moi-même et c'est ce qui me permettra de faire progresser ma carrière et c'est ce qui me permet aussi de sécuriser mon emploi. Mais effectivement, surtout dans les premiers temps, j'ai un petit peu mouillé le maillot. Voilà. J'ai une question de Germain qui me dit, dans ton cas actuel, combien d'heures Ouais, fais-tu pour la boîte par semaine, sans compter le code perso pour t'améliorer? 35 heures. C'est CDI 35 heures. Voilà. Euh, Il y a une question de Alexis qui dit, Oui. ça me fait sourire, tu en penses quoi du fait qu'au Canada, ils considèrent que si tu es encore au bureau à 17h30, c'est que tu ne travailles pas bien ou que tu es mal managé? Oui, il me semble que c'est dans le sens où au, au Canada, c'est mal vu de rester trop longtemps. Euh, c'est la question. Oui, il me Je dit ne que sais c'est pas. ça. Euh, C'est j'ai un jamais blanc. été développeur, mais Euh, j'ai cru comprendre qu'effectivement, oui, c'était le cas là-bas, notamment dans d'autres secteurs de métier. Ouais. j'ai une question du coup de Max qui dit Ouais. es-tu dev front ou back? Full stack. Je fais les deux. Après, j'ai une préférence pour le bac. Mais ouais, après, ça peut être une force aussi pour vous d'avoir un profil full stack, parce qu'en général, c'est apprécié que vous sachiez, au moins sachiez faire les deux. Voilà, donc du coup là, c'était encore des questions un peu sur entre les deux légendes, j'ai l'impression. Légende 3, du coup, est-ce qu'il y a des questions là-dessus encore? Ou on passe à la suite? Attends,
tout petit peu voir si quelqu'un écrit, mais On je passe à pense la qu'on peut suite. pas je pense qu'on peut passer à la suite. Du coup, les ingés sont-ils meilleurs sur le marché? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. À mon avis, oui. J'ai l'impression que du coup, là-dessus, il y avait une question, avant même, Oui. que je dise parce que je me la suis posée aussi, la première fois que j'ai vu cette, slide. C'est, qu'est-ce que la dette technique? Ah! Je vais peut-être aller un peu vite. Alors, la dette technique, si vous voulez, c'est, par exemple, vous allez faire une fonctionnalité et vous allez, la faire vite, sans prendre le temps de la tester, de faire du code, qui soit facile à lire. Vous allez mal nommer vos variables et donc si vous voulez, sur le moment, vous gagnez du temps, mais dans le futur, quand un de vos collègues va devoir, reprendre votre travail ou vous-même dans 1 ou 2 ans, vous allez relire votre code, vous allez rien comprendre et à ce moment-là, vous allez perdre du temps. Et quand c'est juste un contrôleur et qu'il manque un test, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va vous empêcher de rajouter des fonctionnalités. Mais quand c'est une app qui fait 10 000 lignes de code et tout est codé comme ça, et ben en fait, ça prend un mois pour rajouter quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, au début, tout est bleu, tout est bien, vous rajoutez des nouvelles features, vous rajoutez des nouvelles fonctionnalités. Et plus le temps avance, si on se laisse aller, vous allez passer du temps, effectivement, à essayer de comprendre qui c'est qui a écrit ce code avec des variables mal nommées qui sont très compliquées à comprendre, des codes qui sont complexes, qui ne sont pas explicites. Tout ça, ça vous fait perdre énormément de temps et il y a certaines boîtes qui sont empêtrées dans la dette technique. Si vous voulez, une banque, par exemple, en général, ça a beaucoup de dettes techniques parce que les banques, je veux dire, c'est des systèmes qui sont extrêmement vieux et ils ont, en fait, ils ont des systèmes tellement géants que le refaire, ça leur coûterait trop d'argent. Donc, en gros, ils ont une dette technique et ils disent bon, on laisse tomber, on la garde, c'est comme ça. Et après, il y a aussi la question de mettre à jour les dépendances. Par exemple, si vous êtes en Rails 5 aujourd'hui, pour passer à Rails c'est 8, là en ce moment, il y a 9 qui vient de sortir, pour passer à Rails 8, c'est compliqué parce que vous avez installé des gemmes qui ne sont pas forcément mises à jour, mais vous avez besoin de Rails 8 pour utiliser la super gemme trop bien qui va vous faire gagner trop de temps pour rajouter votre fonctionnalité. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Euh, Peut-être que des gemmes que vous utilisez déjà, qui ont des failles de sécurité, vont être mises à jour, ben, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous n'avez pas la dernière version de Rails. Et pire, après, il y a des gens qui vont ce qu'on appelle monkey patcher. Monkey patcher, c'est quoi? C'est vous allez tout simplement réécrire le code de Rails. Sauf que quand vous réécrivez le code de Rails 5, Rails 6, le code il a changé. Donc le monkey patch que vous avez fait, le code que vous avez rajouté, il est plus bon. Et il y a des applications qui sont complètement. Enfin bref, la dette technique, ça peut être un énorme problème pour certaines boîtes. Ou alors j'avais entendu un dev qui, en gros, il arrive sur un projet, il y avait 0 test. Et un de ses objectifs, il a passé un temps énorme à écrire des tests. Et forcément, là, on est un petit peu dans ce cas de figure-là, parce qu'il rajoute rien. Et, et voilà, donc c'est ça la dette technique, et c'est un challenge que rencontrent toutes les entreprises, et c'est bien de le connaître. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie, comme première expérience, par exemple, de travailler dans une boîte où vous allez faire que de la dette technique, que mettre à jour des dépendances, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable dans le boulot, quoi. Je pense que ça répond, plutôt bien à la question. Du coup, j'ai une question de Pierre-François qui dit, «C'est prétentieux de se dire ingénieur junior versus, développeur junior». Est-ce qu'il y a une différence entre les 2? Après, si vous voulez, c'est des termes qui sont larges, ça veut rien dire de spécial, mais ce que j'appelle un ingénieur, c'est quelqu'un qui a choisi le parcours de faire plusieurs années d'études, où il va commencer par apprendre du C. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a vraiment, qui va avoir une formation très focalisée sur le théorique et le technique, qui va savoir faire du code. Enfin, sa formation, normalement, c'est de savoir faire du code super bien optimisé. euh, et il va connaître, par exemple, en général, les ingénieurs, ils apprennent d'abord à coder en C, parce que c'est un langage basique, où on doit allouer sa mémoire, et ça permet vraiment de bien comprendre comment fonctionne un ordinateur. Et forcément, quand on fait PHP, on ne va pas
rentrer dans les micro-détails de l'informatique. Et, mais à côté de ça, vous allez développer des compétences aussi humaines, de travail d'équipe, relationnel. Et voilà, c'est ça, il faut penser à le mettre en avant et il faut bien comprendre que c'est une force. J'ai encore une question de Sam. En sortant de THP, est-ce qu'on se lance dans le marché du travail en disant au recruteur, moi je veux faire du back, front ou full stack, ou est-ce qu'on part du principe qu'on est full stack et qu'on n'est pas en mesure de négocier nos premières missions? Alors, ça, c'est la question de une première expérience, c'est dans la poche. Après, ça dépend de votre situation. Si vous avez le temps, si votre but, c'est d'être plus, on va dire, sur le versant design du boulot, bah, essayez d'avoir une première expérience de front. Après, si vous devez trouver un boulot où vous avez des impératifs, effectivement, faites pas la fine bouche, quoi. Je veux dire, parce que de toute façon, être développeur web, si vous voulez devenir un bon développeur web, vous devez savoir ce qui se passe en front et vous devez savoir ce qui se passe en back. Ça va un petit peu ensemble. Donc, au minimum, ça pourrait, je dirais, de faire pas forcément votre plan de carrière à long terme, ça permet de vous former et de voir un petit peu ce qui se fait soit en bac ou soit en front. Donc je dirais, prenez. Voilà, si vous arrivez à avoir un premier job avec des gens qui vont bien vous apprendre le métier, prenez quoi. Euh, alors j'ai Eric, je pense que Eric a relancé sur quelque chose. Je vais commencer sur sa deuxième question plutôt. Quels outils de prise de notes ou des outils de gestion utilises-tu? Y a-t-il une nomenclature de référence pour nommer les aspects techniques, justement, pour éviter de se retrouver fortement endetté techniquement? Oui, ben, ce qu'on appelle régulièrement la doc. Voilà, la doc. Donc la doc, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, l'idée, c'est que si demain tous les devs d'une entreprise partent, et ben, on puisse recruter des nouveaux devs, ils lisent la doc, ils peuvent travailler. Alors la doc, ça fait partie de la dette technique. Si vous ne documentez rien, vous augmentez la dette technique. Parce que mettons que, bah, en général, si en général vous allez arriver dans des startups, si vous arrivez dans des entreprises, enfin moi en tout cas je suis dans des startups, on ne prend pas forcément le temps de tout documenter à la lettre, et ça va augmenter la dette technique parce que ça va poser le problème pour la passation de connaissances et ce qu'on appelle le buzz factor. Le buzz factor, qu'est-ce que c'est? C'est si Jean Robert, qui a codé toute une partie de l'application, il passe sous un bus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que plus personne ne sait comment ça marche et on ne peut strictement plus rien faire avec cette partie de l'application? Donc effectivement, dans les règles de l'art, il faut documenter tout ce que vous faites. Euh, j'ai une question de Pauline qui dit est-ce que les Ouais. entreprises recrutent plus en présentiel ou le distanciel reste possible quand on démarre? Euh, le, En général, dans le secteur du dev, le distanciel est très accepté. Les entreprises demandent parfois d'être en présentiel de temps en temps. Moi, par exemple, c'est 3 jours présentiels par semaine. Et après, si pour les développeurs qui habitent plus loin, c'est une fois par mois. Euh, Après, moi, je pars du principe que le présentiel, c'est comme le salaire, ça se négocie. Et après, il y a aussi pas mal, moi je sais qu'il y a des gens qui arrivent à travailler dans des entreprises américaines. Il y a pas mal aussi de choses qui sont internationales. Il y a des boîtes qui sont complètement en distanciel. On va dire, je ne sais pas exactement quelles sont les proportions du marché, mais dites-vous, voilà, gardez à l'esprit que le distanciel, c'est toujours quelque chose qui se négocie et maintenant, de nos jours, c'est quand même bien accepté. Du coup, j'ai une question d'Enaxor, c'est comment as-tu vécu ton année de traversée du désert avant ta première embauche? Euh, on va dire que moi, c'était compliqué. Bah, personnellement, pour moi, ça n'a pas été évident pour des raisons personnelles, pour répondre à la question. Mais après, il faut se dire que
il faut se fixer comme objectif cette première expérience. Pour moi, c'est vraiment on va dire moi en tout cas, ça a été le phare qui m'a guidé. Et puis bah, maintenant que j'ai réussi mon pari, euh, tout, euh, tout se facilite, quoi. Voilà. Euh, j'ai Steven qui me pose une question qui va en continuité. Des Ouais. conseils pour réduire la durée de la traversée du désert pour vite être embauché. Bah, il faut travailler. Il faut travailler beaucoup. Bah, moi, alors pas pendant un an, mais j'ai eu des périodes où bah, je bossais tout le temps. Bien sûr, il faut penser à être, il faut continuer à être en pleine forme, quoi. Parce que si vous arrivez en entretien complètement burn-out, ça le fait pas, quoi. Donc il faut continuer à prendre soin de vous, mais il faut bosser. Voilà, faut surtout, surtout au début, en fait, parce que entre guillemets, pour atteindre le premier palier qui va vous débloquer le monde du travail, euh, ça de, c'est faisable, c'est juste une question de temps. Mais si vous voulez raccourcir le temps, travaillez plus, étudiez plus, soyez plus rigoureux et essayez aussi de vous mettre en contact avec d'autres devs. Moi, un conseil que je me donnerais à moi-même et que je vous donne à vous, par exemple, allez à des meet-up, allez essayer de rencontrer d'autres devs, d'autres élèves. Voilà, c'est toujours plus rassurant quand on va parler à quelqu'un. Ah ouais, t'as fait l'entretien, comment c'était? Voilà, pensez, voilà, vous avez la chance d'être à THP, d'être dans une communauté. Donc voilà, serrez-vous les coudes et travaillez, quoi. Voilà, il n'y a pas de secret. J'ai Pauline qui pose une question. Les 8 semaines de stage, euh, est-ce que c'est considéré comme une première expérience? Alors, ça, c'est un vaste sujet. Parce que, bon, moi, si vous voulez, quand je parle de mon expérience de développeur, je compte tout. Je compte la formation, je compte les stages, je compte, voilà, je compte tout. Euh, Après, je dirais, moi, je considérais que un stage, c'est déjà une expérience professionnelle. Je crois que ça répond à la question. Voilà. J'ai encore une question. Existe-t-il des assos du genre Dev sans frontières pour se faire la main? Je ne sais pas exactement, mais faut se dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un site web. Et il y a des assos qui sont prêts à payer. Vous pouvez faire du bénévolat. euh, Ça peut être un excellent moyen d'avoir la fameuse première expérience. Alors, c'est sûr que si vous allez travailler pour la petite assoce du coin euh, et que vous êtes le seul dev, vous n'allez pas autant progresser que si vous rejoignez une équipe. Mais ça peut être extrêmement. Ça peut vraiment mettre en valeur votre profil et aussi bah, certaines valeurs. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ah, euh, euh, je ne poserai pas cette question. Ensuite, Ah, il y a Franck qui pose une question, c'est... Ah, attends. Euh, Germain qui dit si le stage de 8 semaines se passe bien, est-ce que ça vaut le coup de vendre son âme et accepter une embauche, même en dessous de 2K pour avoir un premier contrat? euh, alors, non, ne vendez pas votre âme. D'accord? Vendre son âme, c'est comme dire oui, est-ce que si j'étudie 10 heures par jour, tous les jours de la semaine, est-ce que je vais y arriver? Non, parce que vous allez être trop fatigué. Je veux dire, il faut toujours penser à rester en forme, à continuer à vivre, quoi. Mais, euh, après, dites-vous que ça a une valeur. Considérez ça comme ça. Euh, Moi, au tout début, quand j'ai terminé THP, je me suis dit un stage, ça vaut de l'or, puisqu'on va me donner des connaissances. Plus j'ai eu de connaissances, moins le stage valait de l'or. Donc j'ai trouvé un job. Mais vraiment, il faut, au début, quitte à voir à plus long terme, par exemple, bah, vous n'allez pas autant vous concentrer sur votre recherche que vous voudriez, mais vous allez monter en compétences à long terme, ça vous sera bénéfique. Donc, si vous avez aucune opportunité, euh,
essayer dans la mesure du raisonnable d'envisager toutes les opportunités, quoi. Bon, vu que ça fait un moment que les questions n'ont plus aucun rapport, avec, avec les slides, il y a Franck qui pose encore une autre question. Tu es devenu dev pour une raison précise? Euh, ouais, c'était parce que ça n'avait pas marché dans mon ancien boulot. Et bah, du coup, ça a été mon choix de reconversion parce que j'ai toujours aimé jouer à des jeux vidéo et être sur un ordi. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire mon métier. Hem, il est 14h57. Est-ce que vous avez encore des questions? Il y a Germain qui pose une question encore. Ah, les jeux vidéo, tu as encore le temps de jouer ou pas maintenant que tu es pro? Ben, si, alors, quand j'ai les premiers mois, j'ai arrêté de jouer, hein. Je connais. Après, moi, je vous dis, c'est mon parcours personnel. Moi, j'ai envie de monter en compétences et de faire carrière, quoi, comme on dit. Donc, forcément, bah, au début, pour cartonner, bah, j'ai arrêté le jeu vidéo. Après, maintenant, je veux dire, si tu arrêtes peu importe sur les jeux vidéo ou quoi, si tu arrêtes d'avoir des loisirs, bon, tu vas faire peut-être, allez, 1 an, 2 ans, et puis au bout d'un moment, tu vas faire un burn-out. Donc, ouais, il faut aussi penser, c'est vrai que dans la tech, c'est un métier, moi, je sais que j'ai des collègues qui ont fait je connais des gens qui ont fait des burn-out ou quoi, c'est un métier où on a vite fait de se laisser happer, et il faut penser à, quitte à faire, donner un coup de bourre pendant quelques mois, il faut aussi penser à continuer à avoir une vie, des loisirs, etc. Hem, je l'avais noté, ta question, Germain, du coup, de tout à l'heure. Parce que j'attendais, parce que c'était une question hors sujet, totale, d'après lui. Ouais. Hem, alors cette question est assez incroyable. Je vais essayer de l'analyser en même temps. À ce point. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, pourquoi tous les devs que je connais, passent leur temps à jouer? Sont en CDI depuis 5 ans et plus, adorent le code, mais peuvent jouer, 10 heures de suite ou coder 10 heures de suite aussi pour le plaisir, mais ont toujours l'air d'être en vacances, comme si personne ne les contrôlait que du moment que le taf était rendu. Alors ça, c'est un très vaste sujet. Voilà, moi, alors, si vous voulez, j'ai pas vraiment d'expérience dans le sujet précisément. Moi, c'est mon premier CDI. Je connais pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que c'est un dev senior, si vous voulez. C'est pas s'il fait un dev de junior, un boulot de junior, bah, effectivement, il va être en vacances. Il y a aussi des devs qui arrivent à avoir un niveau suffisant pour avoir 2 boulots en même temps, 2 CDI en même temps, en remote. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour un employeur, c'est très compliqué de contrôler si son développeur est en train de penser au code. Parce que aussi, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des développeurs qui vont pouvoir faire tel travail en 5 heures, et il y a des développeurs qui ça va leur prendre 1 heure. Et personne ne sait, si vous voulez, à l'avance, par exemple, ben voilà, on veut changer tous les prix de nos produits qui sont verts. C'est très dur de dire ça va prendre 1 heure et 10 minutes. Et donc, effectivement, si vous voulez, quand une entreprise recrute un dev, il y a un rapport de confiance avec votre patron. Certains peuvent en abuser. Après, vous pouvez très bien, j'en sais rien, vous travaillez à mi-temps, ou alors je sais qu'il y a des freelances qui travaillent, ils gagnent suffisamment pour travailler la moitié de l'année. Après, ça, c'est à chacun d'organiser sa vie. Voilà, moi je vais devoir clôturer ici. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette table ronde et pour vos questions très intéressantes. Merci à vous, d'être passé et merci à toi surtout Boris. Salut, Salut. et lâchez pas le morceau. Continuez jusqu'au bout.